Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, toutes les villes ont élu leur maire. Ça y est, après 2 tours d'élections municipales, toutes les villes connaissent maintenant leur maire. On va revenir sur cette élection municipale et on va voir avec vous, puisqu'on vous a demandé tout au long de la journée de nous poser vos questions que vous pouvez poser à Karl Meus. Bonjour Karl. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui avaient envie de vous poser des questions. Vous pouvez continuer de le faire d'ailleurs en direct sur le site du Figaro en flashant ce petit QR code qui s'affiche à côté. N'hésitez pas à le faire. Je vais grainer les questions des différents internautes. Karl, le premier, c'est Albert qui nous demande qui sont les gagnants et les perdants de l'élection municipale, parce que hier soir, tout le monde a parlé et tout le monde a dit qu'il avait gagné. Tout le monde était content. C'était mieux que l'école des fans. Tout le monde avait gagné. Et c'est pas complètement faux. Quand vous regardez parti par parti, chacun a des motifs de se réjouir et des motifs malgré tout aussi de s'inquiéter. Donc c'est pas absurde que chacun égrène la partie positive. Si je prends par exemple Gabriel Attal, il a dans la besace de Renaissance 2 villes qui ont été récupérées. Annecy avec l'ancien ministre Antoine Armand et Bordeaux avec, pareil, l'ancien ministre et député Thomas Cazenave. Mais c'est pas forcément là-dessus qu'il insiste le plus, c'est sur le nombre de conseillers municipaux qui vont maintenant arborer l'étiquette Renaissance sur l'ensemble du territoire. Un peu d'ailleurs le même cas de figure pour LFI. On a beaucoup dit que le premier tour avait marqué une percée de LFI, parce que c'était la première fois qu'il se présentait de manière autonome pour des municipales, et qu'il avait réussi à prendre des villes dès le premier tour, et d'autres qui sont tombés dans son escarcelle dimanche dernier. Mais le plus important, c'était aussi pour eux d'avoir un maillage territorial, de confirmer. Alors, on y reviendra sûrement dans d'autres questions. La percée n'a pas été confirmée dans le sens où beaucoup de villes qui pouvaient leur être promises ne l'ont pas été, sont pas tombées, mais ils ont des motifs de satisfaction. Si on veut être vraiment vous me poussez dans mes retranchements et vous dites mais il y a quand même des gagnants et des perdants. On est obligé de dire qu'il y en a quand même qui réussissent mieux que d'autres. Voilà. On va dire ça comme ça. Pour moi, c'est malgré tout LFI, justement parce que ils n'avaient pas présenté de candidat de manière autonome, qu'ils ont récupéré des villes et pas de moindre importance quand même. Saint-Denis, c'est la 2e ville la plus peuplée d'Île-de-France. Qu'ils sont être présents dans un certain nombre de conseils municipaux et qu'on va voir qu'ils vont avoir la même stratégie qu'à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un peu de bruit de fureur. Alors, ils ne seront pas en mesure d'empêcher le maire d'agir, mais ils vont troubler les conseils municipaux qui jusqu'ici étaient plus apaisés. Et puis, malgré tout, c'est le Rassemblement national. Alors certes, on se focalise sur 2 grandes villes qui étaient ciblées. La première, Toulon, qui n'a pas été remportée. La deuxième, qui n'était pas, jusque dans les mois précédents, dans la cible, parce que considérée comme imprenable. Et puis, au fur et à mesure où Marseille est devenu potentiellement gagnable, ça devenait un objectif. Mais la réalité, c'est que là, il y a une implantation qui commence à se diffuser partout, dans beaucoup de villes moyennes, dans des endroits auxquels peut-être ils ne s'attendaient pas à gagner. Vous avez Vierzon, vous avez La Flèche, vous avez Castres. Ils ont peut-être un peu moins gagné dans le Nord, mais là aussi, il y a une forte implantation qui devrait leur permettre d'avoir un groupe au Sénat en septembre prochain. Alors, on parlera justement du Sénat un peu plus tard, parce qu'il y a vous avez des questions aussi sur ça. Alors, beaucoup de questions sur un thème, forcément. C'est Sud Paris. Comment expliquer le faible score de Rachida Dati, alors que, dans le même temps, il y a certains bureaux de vote, certains arrondissements, je pense notamment au 5e arrondissement, où Rachida Dati fait beaucoup moins que le score des maires d'arrondissement. Alors, c'est une bonne question, parce que il faudra sûrement un peu de temps pour que tout se décante et qu'on voit les éléments qui ont plus pesé que d'autres. On peut déjà en retenir quelques-uns. L'arithmétique et la politique, c'est 2 choses différentes. Ce n'est pas parce que vous fusionnez avec une autre liste que l'intégralité des électeurs de cette liste se reporte au second tour sur vous. On l'a vu avec Pierre-Yves Bournazel, il y a eu une fusion, et c'est une fusion qui n'a pas entraîné une dynamique électorale. Alors,
pour au moins 2 raisons. La première, c'est que Pierre-Yves Bournazel lui-même n'était pas sur la liste fusionnée. Et donc, ça trouble un peu quand même malgré tout l'électorat en disant vous fusionnez, mais vous-même, vous ne vous portez pas. Ça veut dire que vous n'y croyez pas ou vous n'êtes pas d'accord. Et 2, une partie de l'électorat de Pierre-Yves Bournazel, on le sait, c'était un électorat de centre-gauche et qui n'a pas voulu aller sur Rachida Dati. Il y aurait pu, au moment du débat de l'entre-deux tours, jeudi dernier, pour Rachida Dati, un moyen de s'adresser à eux. Elle a apparemment, visiblement préféré s'adresser à l'électorat de Sarah Knafo et moins à celui de Pierre-Yves Bournazel. Donc là, les reports de voix n'étaient pas bons. Après, ce que vous soulevez, ce que soulève ce lecteur est intéressant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que dans le 5e, dans d'autres arrondissements, le maire de l'arrondissement fait un score plus élevé que la liste conduite par Rachida Dati. Et ça, c'est très clair, ça veut dire on ne veut pas de Rachida Dati. On est d'accord pour le maire. De sa personne. Il y a un rejet alors de sa personne, de sa méthode, de son projet. Elle n'a pas su convaincre, comme elle a dit, les Parisiennes et les Parisiens que c'était le moment ou jamais de faire l'alternance. À un moment, elle le disait d'ailleurs dans les réunions d'appartement, vous pouvez m'aimer ou ne pas m'aimer, c'est pas moi le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous voulez l'alternance à Paris ? Son pari, c'était de se dire qu'après 25 ans de gestion socialiste, 2001-2026, les Parisiens voudraient naturellement l'alternance, comme ils l'ont voulu en 2001, après 24 ans de municipalité de droite, 1977-2001. C'est pas automatique. Voilà. Il y a certes une volonté d'alternance, mais il faut aussi proposer un projet construit, peut-être cohérent, peut-être en phase avec l'électorat. Je rajouterai un autre élément, en 2 parties, si vous êtes d'accord. On a le temps de discuter de ce sujet. C'est le changement sociologique de la capitale. En 2001, quand Bertrand Delanoë prend la ville, il y a 13% de logements sociaux dans la capitale. En 2026, donc au moment de cette élection, il y en a 24%. Ça a 10 points, 11 points de plus de logements sociaux. C'est pas rien. Ça vous change quand même un électorat. On ne veut pas essentialiser, mais malgré tout, on se dit que les gens qui habitent dans les logements sociaux, dans des arrondissements plutôt de gauche, ils seront peut-être plus enclins à voter pour la gauche. Ça veut dire que la ville de Paris est de plus en plus ingagnable pour la droite ? Ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'il y a un autre mouvement qui se fait en parallèle, qui est une fuite d'un certain nombre de familles avec enfants, parce que les prix sont trop élevés, ils ne trouvent pas le moyen de se loger, ou ils ne veulent pas être dans une municipalité de gauche parce que elle s'occupe pas des arrondissements de droite. Et donc tous ces gens-là vont soit en province, soit en banlieue, et c'est tout un électorat naturel de la droite qui n'est pas là. Dernier élément, le pari du changement de mode de scrutin, c'était qu'une partie des électeurs de droite du 16e, 17e, 8e, 7e, qui trouvaient que ça ne servait à rien de voter à Paris, parce que de toute façon, dans leur arrondissement, ça ne ferait pas changer le vote, votaient plutôt dans leur résidence secondaire. Petit village où ils avaient... Rachida Dati pensait que ces gens-là reviendraient voter, parce que là, il y avait une possibilité de changer, parce que chaque vote comptait. Ils ne sont pas revenus. Apparemment, ils ne sont pas revenus, en tout cas en suffisamment grand nombre. Et ça n'a pas aidé. D'ailleurs, cette loi PLM qui a changé les choses à Paris, c'est Rachida Dati qui l'appelait de ses voeux. Complètement. On ne peut pas dire que ça ait très bien fonctionné, finalement, pour elle. Ah ben non, on peut dire que pour reprendre une phrase célèbre, c'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. D'accord. Mais là, PLM était fait pour que, à la fois à Paris, à Lyon, à Marseille, on le voit, ça favorise le centre et la droite. Eh bien, dans tous les cas, ça a raté. Alors, Benoît Payan était assez favorable à cette loi, et on comprend pourquoi, parce que ça lui a servi. Mais à Paris et à Lyon, ça n'a pas eu le bon impact. Alors, on a aussi des questions parisiennes qui nous posent une question sur l'échec des listes d'Union PS-LFI. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler d'échec ? Parce que Manuel Bompard n'a pas forcément parlé de ce sujet-là. Est-ce que ces listes d'union, ça peut aboutir à l'éviction de l'équipe dirigeante du PS ? Alors, bon, donc il y a 2 questions. Est-ce que c'est un échec ? Oui. Voilà, on a parlé des accords de la honte au soir du premier tour, on peut parler des accords de la loose au soir du second tour, parce que des villes qui
mécaniquement, arithmétiquement, était promise à la gauche à partir du moment où il y avait cette fusion. La conquête de Toulouse et de Limoges, le maintien dans l'escarcelle de la gauche de villes comme Brest, Avignon. Voilà, ça ne s'est pas produit. Donc il y a plus de villes qui ont été perdues ou qui n'ont pas été conquises que de villes qui ont été gagnées. Les 3 exemples qu'on donne de villes qui sont gardées, c'est Nantes, la plus emblématique, Lyon et Grenoble. Donc le solde est pas bon. Les comptes ne sont pas bons, comme on dit, pour ces unions-là. D'autant plus que ça a fragilisé les socialistes. Et j'en viens à la deuxième partie de la question, ça fragilise Olivier Faure, qui en 15 jours réussit quand même à faire des contorsions qui donnent le tournis à un derviche tourneur. C'est-à-dire ce matin, par exemple. Il y a 10 jours, Jean-Luc Mélenchon et les LFI avaient des relents, naviguaient dans les eaux brunes de l'antisémitisme. Dimanche dernier, lundi, il y a une semaine, c'était on peut faire des accords locaux, c'est pas grave tant qu'il n'y a pas d'accord national, sauf que un accord, c'est un accord local, mais une vingtaine d'accords, c'est des accords nationaux. Je suis désolé. Là-dessus, on voit bien qu'il y a eu des arrangements. Et aujourd'hui, changement de pied de nouveau en disant que Jean-Luc Mélenchon est un boulet et qu'il fait perdre des villes à la gauche. Donc, il est fragilisé, mais on le saura demain dans le bureau national du Parti socialiste. L'habileté d'Olivier Faure, c'est que dans tous les, j'allais dire les compartiments, tous ses opposants ont joué le même jeu. C'est lui qui l'a incarné, mais on peut pas dire que les autres... François Hollande qui en parle beaucoup, par exemple, à Tulle, il y a quand même une de la gauche aussi. Bernard Combes, son ami et maire de Tulle, a dévoilé le poteau rose quand il a dit qu'il avait eu François Hollande au téléphone, qui lui avait dit « Union, union, union ». Alors, le président se défend, enfin en tout cas son entourage, en disant mais c'était pas une liste estampillée LFI, c'était une liste de gauche sur laquelle il y avait des LFI. Bon, malgré tout, on voit bien quand même que c'est compliqué. En plus, son ami Cuyandre à Brest a perdu après avoir fait cette union. Donc on voit bien que tout le monde est gêné aux entournures, mais malgré tout, celui qui incarne cette stratégie qui a échoué, c'est Olivier Faure. Une question de Clément qui nous demande est-ce qu'on peut parler d'une vague de droite quand on voit Avignon, Clermont-Ferrand et même Limoges, et il enchaîne un peu ensuite sur Horizon. Est-ce qu'on peut dire que Horizon a aussi réussi sa campagne de municipale? Alors, vague de droite, si on regarde petite ville moyenne, c'est pas... Ouais, on peut dire qu'en tout cas, il y a une bonne progression de LR. C'est malgré tout pas une vague parce qu'il y a des pertes qui sont à noter, notamment Nîmes sur les divisions de la droite. Et il y a d'autres villes comme ça. Donc ça s'équilibre malgré tout. C'est quand même un bon cru parce que LR se retrouve à être le parti qui gère le plus grand nombre de villes dans le pays. Donc ça c'est quelque chose qui marque, qui compte. Et qui peut compter pour l'avenir. Pour Horizon, il y a, là aussi c'est mitigé. Pour le patron d'Horizon, c'est un énorme succès. Certes, son score n'est pas mirobolant au Havre. Pour un maire sortant, ancien Premier ministre, il aurait pu espérer, 1, gagner au premier tour, 2, faire un score à plus de 50% au second. C'est pas le cas, mais malgré tout, il est réélu dans une ville populaire comme il l'a indiqué, et ça lui ouvre la route pour 2027, puisqu'il avait toujours dit qu'il conditionnait sa candidature à la présidentielle de 2027 au résultat électoral du Havre. Donc là, pour lui, c'est un succès. Je dis c'est mitigé parce qu'il y a la perte de Nice par Christian Estrosi, qui est quand même vice-président d'Horizon. C'est pas rien. Et alors, ça ne lui est pas encore reproché directement, mais malgré tout, les cafouillages des accords à Paris et à Strasbourg, où vous avez à chaque fois des fusions qui se passent pas bien.
Paris, on l'a évoqué, Pierre-Yves Bournazel fusionne sa liste avec Rachida Dati, mais n'est pas sur la liste. Et à Strasbourg, Pierre Jakubowicz va avec Catherine Trautmann, mais Horizon, lui, soutient le candidat LR, Jean-Philippe Vetter. Ça complique quand même la lisibilité des choses. Édouard Philippe, lui, était clair, parce qu'il ne voulait surtout pas qu'on puisse lui reprocher au soir du second tour d'avoir fait gagner la gauche. Est-ce que, parce que forcément, on est en 2026, dans un an, il y a une élection présidentielle, est-ce que Édouard Philippe, ce qui s'est passé dans cette séquence, comme on appelle ça, est-ce que c'est bénéfique pour lui? Est-ce que ça peut être, si on doit regarder un peu les gagnants et les perdants, comme on le disait au début, est-ce que lui peut être mis dans les gagnants à titre personnel pour une élection présidentielle? Oui, complètement. Encore une fois, c'est parce qu'il avait conditionné la suite de son parcours présidentiel au passage de cette haie. Ce n'était pas la haie la plus compliquée. On a vu qu'elle n'était pas si facile à franchir. Il l'a franchie. C'est pas mirobolant comme on l'a dit, mais tout ça maintenant est derrière lui. Il va pouvoir s'engager. D'ailleurs, il y a un meeting qui est prévu à Paris mi-avril. Ensuite, ses propositions plutôt à la rentrée. Il va dérouler maintenant sa campagne présidentielle. Il est libéré de ce poids ou de cet obstacle. Cette rampe de lancement qu'il a réussi, on peut le dire comme ça. Il a réussi sa rampe de lancement. Il est maintenant... en plus, il y a eu un sondage présidentiel. Il faut y faire très attention parce que fait dans les conditions d'élection municipale, post-municipale, voilà, il faut peut-être un peu laisser retomber le soufflet. Mais il n'est pas mal placé, en tout cas dans la course. Et ça lui permet, lui, de se lancer. Donc c'est clairement un des vainqueurs de cette séquence municipale. Alors, on a Solovki et Claude qui posent deux questions un peu différentes, mais qui se rejoignent. L'un parle du non-retrait des listes RN qui font perdre des villes à la droite, en parlant de Nîmes et de Agen, par exemple. Claude nous parle, à l'inverse, des LR qui ne se retirent pas pour le RN, pour le faire gagner et qui font perdre des villes aussi. Où en est-on? Est-ce que, finalement, ce dont parlent ces électeurs, c'est cette fameuse union des droites? Voilà, qui n'existe pas. Enfin, en tout cas, on a vu là que c'était plus compliqué. À vérifier quand on aura vraiment... On commence à avoir tous les chiffres, mais il semblerait quand même que les reports d'électeurs RN sur les LR se fassent moins bien que les reports d'électeurs LR vers des candidats RN. D'accord. Bon, ça ne se vérifie pas partout. Et d'ailleurs, on a à Toulon les deux listes de droite qui ont fusionné et qui ont permis à la droite de garder la ville. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça aurait pu être un test grandeur nature de l'union des droites. Ça ne se produit pas, sauf à Nice, où Éric Ciotti l'a mis en place à son profit, mais dans toutes les autres communes, c'est pas le cas. En plus, le RN avait des stratégies compliquées par certains endroits, en maintenant ses listes face à des LR, contribuant peut-être à faire perdre des villes. On le voit notamment... les villes citées par notre lecteur, mais c'est pas encore mûr. En revanche, il y a quelque chose qui peut contribuer à faire mûrir les électeurs vers cette union des droites, c'est ce qui s'est passé à gauche et à l'extrême gauche. Et on l'a bien vu, les accords LFI-PS ont aussi montré à droite que, j'allais dire, ça peut décomplexer des électeurs de droite en disant, puisque le fond, malgré toutes les invectives, malgré tout ce que dit Jean-Luc Mélenchon, pourquoi ça ne serait pas possible dans une configuration où le RN est quand même aujourd'hui à une figure en tout cas plus respectable? Est-ce qu'on peut penser que les municipales vont faire avancer ce sujet en vue des présidentielles dans un an? Ça peut faire avancer le sujet. Le problème, c'est que la présidentielle, c'est un autre scrutin. C'est totalement différent. Et tout le monde veut y être. Vous n'avez pas de fusion au second tour. Oui. Non mais c'est voilà, vous êtes éliminé. C'est compliqué. Et les LR auront un candidat. Soit un candidat directement issu du processus qui va se mettre en place à partir de demain, soit un candidat qui sera soutenu par LR, mais donc qui affrontera le candidat du Rassemblement national. Donc voilà, c'est pas la même élection. Audrey qui nous demande justement, en parlant des LR, est-ce que Bruno Retailleau sort renforcé de cette séquence? C'est une bonne question. En tout cas,
j'allais dire, je vais faire un peu une réponse de Normand, il n'en sort pas affaibli. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà, dans le contexte des LR, plutôt pas mal. Pourquoi il n'en sort pas affaibli ? Parce que justement, cette question de la fusion de listes avec le RN et de l'union de droite ne s'est pas posée dans l'entre-deux tours. Il y a eu le cas de Nice qui a fait un petit peu quand même tâche parce que lui-même a dit qu'il ne soutiendrait pas Christian Estrosi, ce qui venait à rompre un peu un accord qui était passé avec Horizon. Donc ça a un peu mis en difficulté. Mais sur l'ensemble du processus électoral, LR s'en sort bien, comme on a dit tout à l'heure. Oui. Donc il n'est pas lui-même mis en difficulté. Il y aura un bureau politique demain où ils devront tirer les leçons de ce scrutin et ensuite se projeter sur le processus de désignation du candidat, pour lequel, je rappelle, lui-même est candidat, puisqu'il l'a annoncé au Figaro notamment et sur TF1 avant les élections municipales. Effectivement. Eric qui nous demande la ligne Glucksmann de Place Publique, est-ce qu'elle est renforcée aujourd'hui après tout ce qu'on a dit sur les alliances ratées entre les filles et le PS ? Électoralement, non. Puisque du coup, Place Publique ne remporte pas de ville et a très peu de conseillers municipaux, lui-même ayant demandé que certains se retirent à la suite des accords PS et LFI. Donc là, d'un point de vue comptable, cette élection est vraiment très mauvaise pour lui. D'un point de vue moral et peut-être politique, il en sort quand même un peu renforcé, parce que ce qui s'est passé dimanche au second tour, montre qu'une grande partie de l'électorat social-démocrate ne veut pas d'un accord avec LFI. Or, c'est lui qui tenait cette ligne, et c'est lui qui l'a tenue le plus fermement et le plus clairement. Parce qu'on sait que François Hollande a aussi tenu cette ligne, mais comme vous l'avez noté, il a accepté qu'il y ait quelques entorses, ce qui complique son discours. Au moins, Raphaël Glucksmann a eu cette clarté et cette fermeté, et qu'il a pu maintenir. Alors, c'était peut-être plus facile pour lui parce que, pour le coup, il n'avait pas de sortant en difficulté dans cette situation-là, mais en tout cas, il est resté ferme sur ses positions, et ça parle à une partie de l'électorat du centre-gauche. On a Geneviève qui nous parle de Bordeaux, où le maire sortant, Pierre Hermic, a perdu grâce au désistement de Philippe de Sertine, qui était dans une bonne dynamique, qui se demande en fait un peu pourquoi est-ce qu'il s'est retiré, est-ce que ça aurait pu passer sans ? Alors, non, là pour le coup, à la fois, si Philippe de Sertine s'était maintenu, là on est sûr que Pierre Hermic repassait, puisque lui aurait été devant les deux listes, qui en plus dans un second tour se seraient chamaillés pour essayer de récupérer. Donc ça n'a pas été simple, parce que Philippe de Sertine ne s'appuyait sur aucun parti. Il avait constitué sa liste de lui-même, il n'avait le soutien d'aucun parti de droite. C'est Thomas Cazenave qui avait récupéré les soutiens à la fois de Renaissance, de LR, du Modem, de l'UDI, du Parti radical. Et donc, arriver à faire comprendre à Philippe de Sertine qu'il devait se retirer, ça n'a pas été simple. Ça a pu être fait parce qu'une partie de ses colistiers lui ont fait comprendre que sinon il allait porter la responsabilité de l'échec, et que ça serait lourd, et qu'eux-mêmes avaient quand même envie aussi de participer à la gestion de la ville. Et donc, Philippe de Sertine s'est retiré. Il n'a pas appelé clairement à voter, mais ça a libéré tout un électorat quand même. Il avait pris 20% de l'électorat du premier tour, ce qui n'est pas rien. Et quand on voit à quel point c'est serré, je suis en train de montrer les résultats là, en ce moment, on est sur du 51-49 au final, enfin 49-50 même. Ah oui, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose, mais comme Lyon se joue à peu de choses, c'est souvent le cas dans les villes. Et le mode de scrutin fait que vous pouvez faire que 50,01%, mais vous aurez 75% du conseil municipal, parce que vous avez cette fameuse prime majoritaire. Et tant mieux pour les villes, quelle que soit leur couleur, parce que ça permet de faire avancer les dossiers. Mais on voit que c'était très serré.
Mais ça, on le savait, Bordeaux, c'était peut-être la ville la plus difficile à reprendre pour la droite et le centre, parce que Pierre Urmic n'avait pas été, comme les autres maires écologistes, aussi radical. Alors, il y a ces fameuses histoires du sapin de Noël, voilà, où il préférait un sapin qui ne soit pas en bois. Mais bon, ça, c'est pas non plus dramatique. Mais après, il avait compris qu'il fallait quand même se recentrer, lui-même n'étant pas issu de la frange la plus radicale du Parti écologiste. Effectivement, d'ailleurs, je crois que je viens de voir quelque chose sur le live du Figaro. Le sapin en verre a été mis en vente sur le Bon Coin, figurez-vous. Alors, voilà. Je ne sais pas si c'est un petit rigolo qui a fait ça ou pas, mais je pense que ça l'est, effectivement. On a encore quelques questions. On a Pauline Marie qui nous pose une question, alors qui est assez longue, que je vais résumer. Un mandat de maire, c'est 6 ans, sauf que là, ça pourrait être 7. Oui. C'est incroyable. Expliquez-nous ça. Mais comment serait-il possible ? Pourquoi 6 égale 7 ? Alors voilà, 6 égale 7 parce que le renouvellement tombera en 2032. Et 2032, c'est aussi l'élection présidentielle. Et en fait, le législateur voudra éviter que ces deux scrutins se cognent. C'est arrivé en 1995, où l'élection présidentielle a eu lieu en avril-mai. Et les municipales avaient lieu dans la foulée. C'est pas une bonne chose parce que les maires peuvent pas vraiment faire campagne puisqu'il y a l'élection présidentielle qui prend tout. Ensuite, si le président nouvellement élu veut dissoudre pour avoir une majorité à sa main, ça rajoute des législatives qui vont tomber en même temps que les municipales. C'est pas non plus une bonne chose. Donc ce cas de figure s'est déjà produit en 2007 et là, l'élection des maires a été reportée à 2008. Donc c'est ce qui c'est ce qui peut se produire la prochaine fois. Donc l'élection municipale sera retardée, ce qui permettra à tous les maires qui sont élus cette fois-ci de faire 1 an de plus. Mais ça, on le saura 1 an avant la présidentielle, quelque chose comme ça. Oui, 1 ou 2 ans. Mais bon, c'est évidemment la logique institutionnelle qui prévaudra. Une question, parce que ces élections municipales, on vous en a parlé rapidement tout à l'heure, mais elles annoncent quand même les résultats des élections sénatoriales ensuite. Et on a une question de Léon, justement. Au regard des résultats aux municipales, est-ce que le RN serait capable d'avoir un groupe parlementaire au Sénat en septembre ? Oui, sans problème. On l'envisageait avant les résultats. Et là, grâce au nombre de conseillers municipaux qui forment l'essentiel du corps électoral du Sénat, on estime qu'il va pouvoir avoir un nombre de sénateurs lui permettant de faire un groupe. C'est 10 sénateurs pour faire un groupe. Les Alpes-Maritimes, entre Nice, Menton, Cagnes-sur-Mer qui ont basculé, l'entrée quand même à Toulon, Marseille de conseillers municipaux, plus toutes les villes qui, j'allais dire en cadeau bonus, qui sont tombées dans l'escarcelle du RN, il a la possibilité d'avoir un groupe. Sans trop de problèmes. Une question de Vince qui nous demande, est-ce qu'il peut y avoir des retournements d'alliance au sein des conseils municipaux ? Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a voté, c'est des choses qui parfois peuvent arriver, est-ce qu'aujourd'hui, après les votes, les choses peuvent changer dans certains conseils municipaux ? C'est difficile. Retournement d'alliance, c'est même quasiment impossible parce que le mode de scrutin tel qu'il a été conçu fait que vous prenez 50% des conseillers municipaux et que les 50% restants se répartissent à la proportionnelle des scores obtenus par les listes. Donc, si vous faites 50%, vous avez 75% du conseil municipal. Les autres se partageant 25%. Donc il faudrait que la moitié environ de votre liste aille dans l'opposition. Bon, ce qu'on a vu là, c'est quand même le retour du clivage droite-gauche, avec dans la plupart des villes, dans les grandes villes, des clivages très marqués. On n'imagine pas l'équipe de Thomas Cazenave à Bordeaux, une partie aller vers Pierre Urmic. En revanche, ce qui peut arriver, ce qui arrive parfois dans des villes, c'est que vous avez des dissensions au sein de la majorité. Je reprends le cas de Bordeaux. Vous allez dire que je fais une fixation, mais parce que c'est intéressant. Parce qu'il a composé sa liste avec la mosaïque de partis qui le soutenaient. Et donc là... Les alliances de partis peuvent changer. Les alliances de partis peuvent changer. L'élection présidentielle de l'année prochaine va produire
quelque chose. Est-ce que le bloc central restera uni? Est-ce que les LR vont rejoindre le bloc central ou pas? Et tout ça, localement dans les villes, produira aussi des recompositions politiques. Est-ce qu'ils iront jusqu'à menacer le maire? Voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait des démissions en grand nombre. Donc voilà, il peut y avoir ici ou là des conseillers qui changent de camp ou qui partent dans l'opposition, mais ça ne change pas l'équilibre global pour la municipalité. Alors on va prendre une dernière question, celle de Thomas qui nous parle du mouvement de David Lisnard, Nouvelle Énergie. David Lisnard réélu dès le premier tour. Donc, à Cannes, 82%. Voilà, on n'a pas revoté à Cannes parce qu'il était très largement élu. Est-ce que David Lisnard, fort de ce score, peut lui aussi peser sur le futur de la droite? Il aimerait. Il s'est d'ailleurs vite félicité que 2 maire Nouvelle Énergie est gagné, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Besançon et Limoges, mais à vérifier que je ne dise pas de bêtises. Et donc il y voit effectivement validation de sa stratégie. Lui appelle à une primaire rapidement pour pouvoir si ce n'est peser, en tout cas montrer qu'il est là et espérer l'emporter. Donc oui, il va continuer de vouloir peser en tout cas, et il va essayer de prendre avec cette rampe de lancement que sont les municipales. En fait, si vous voulez, la présidentielle a commencé hier soir. D'accord. C'est ça qu'il faut retenir. La séquence municipale a à peine terminé. L'élection présidentielle, en tout cas la campagne, ou la pré-campagne, appelez-la comme vous voulez, mais tous les politiques ont aujourd'hui le regard tourné vers la présidentielle. C'est dans un tout petit peu plus d'un an. Il y a le Sénat, mais c'est une élection indirecte et les équilibres, comme on l'a dit tout à l'heure, sont déjà figés. On sait que ça ne basculera pas, que les LR garderont leur majorité avec l'UDI. Avec une partie du bloc central. Il y aura LFI qui fera des entrées, le RN fera son entrée. Bon, mais ça ne modifiera pas les équilibres et surtout, ça ne perturbera pas la course à la présidentielle. Bien sûr. Merci beaucoup, Karl Meus, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir été très nombreux à nous poser toutes vos questions. Nous espérons nous avoir bien répondu. N'hésitez pas à regarder ce live une nouvelle fois si vous tombez dessus. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui nous suivent sur YouTube et continuer de suivre l'actualité sur le Figaro, bien évidemment. Moi, je vous souhaite une très bonne journée.